Inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne manti kala harino kan da bore ne bongu se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous aider. Le MAEP, c'est le mécanisme africain d'évaluation paritaire, un document qui a été signé par le président de la République Issoufou Mahamadou à Addis Abeba en juillet 2012. À suivre la teneur dans ce journal. Et puis le nouveau président du PNDS, Tareya Bazoum Mohamed, a animé à Zender un point de presse relatif à la vie du parti. Il est revenu également sur la situation socio-politique et économique du pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information. Avant le développement de tous ces titres, à retenir d'abord le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du président de la République Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris plusieurs décisions. Les conclusions de ce Conseil des ministres avec Rachida Altini. Communiqué numéro 1 au titre de la présidence de la République. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, mise en place en 2003 dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un instrument d'auto-évaluation auquel adhèrent librement et volontairement les États membres de l'Union africaine. Il vise à promouvoir la stabilité politique, la croissance économique, le développement durable et l'intégration économique. C'est en juillet 2002 que le NEPAD a été renforcé d'une déclaration sur la démocratie, la bonne gouvernance démocratique, politique, économique et des entreprises. Au terme de cette déclaration, les États participants au NEPAD déclarent leur attachement à un gouvernement juste, honnête, transparent, responsable et participatif et en la probité dans la vie publique. Cette déclaration engage également les États participants à mettre en place un mécanisme africain d'évaluation par les pairs chargé de promouvoir l'adhésion de ces engagements et leur réalisation. À ce jour, 39 pays ont signé l'acte d'adhésion au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le Niger a adhéré au MAEP en juillet 2012 lors du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie. L'adhésion au mécanisme implique pour les États membres la création d'une structure nationale ad hoc pour gérer le processus du mécanisme. Le présent projet de décret vise à créer la Commission nationale de mise en œuvre du MAEP, organe consultatif placé sous l'autorité du ministre directeur de cabinet du président de la République. Par l'adoption de ce texte, le Niger vient concrétiser un engagement important du président de la République, celui de promouvoir la bonne gouvernance en se dotant d'un cadre institutionnel, inclusif et participatif. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République a levé la séance. Voilà, et comme nous y sommes, le président de la République Issoufou Mahamadou, je l'ai annoncé, a signé en juillet 2012 à Addis Abeba le texte d'adhésion du Niger au MAEP, le mécanisme africain d'évaluation paritaire. Ce texte a été adopté hier en Conseil des ministres. D'autres précisions dans ce commentaire signé Murtala Zouberou. Rappelons que c'est en juillet 2012 que le président Issoufou Mahamadou a signé à Addis Abeba en Éthiopie le test d'adhésion du Niger au MAEP, mécanisme africain d'évaluation paritaire. C'est un mécanisme qui oblige chaque État à soumettre sa gouvernance au crible et à la critique des pairs chefs d'État de l'Union africaine.
L'objectif de ce mécanisme est celui de se soumettre à un exercice contraignant afin d'améliorer la gouvernance des États membres de l'Union africaine. Ce organisme sous la coupe du NEPAD a la latitude de contrôler la gouvernance qui est mise en œuvre au Niger. Par exemple, la démocratie et la bonne gouvernance politique par la promotion de l'état de droit et la lutte contre la corruption. La gouvernance économique et la bonne gestion des affaires publiques à travers la mise en œuvre de politiques économiques transparentes et la saine gestion des finances publiques. La gouvernance des entreprises à travers la création d'un cadre approprié et d'un environnement favorable par les activités économiques. Enfin, le développement socio-économique par l'adoption de mesures hardies permettant l'accès des populations aux services sociaux de base. Les objectifs du MAEP cadrent parfaitement avec les objectifs que nous poursuivons pour le bien-être de nos populations, a déclaré le président Issoufou Mahamadou devant ses pairs à Addis Abeba. Il y a 1 an et demi déjà qu'il a accepté de soumettre son pays à cette évaluation qui participe au développement de notre continent africain. C'est-à-dire que dès le prochain sommet de l'Union africaine, le président Issoufou en personne rendra compte de sa gouvernance devant ses pairs. En acceptant d'adhérer au MAEP, le président du Niger réaffirme ainsi son engagement à mettre en œuvre au Niger une gouvernance moderne et conforme aux critères définis par l'Union africaine. Le MAEP est un instrument de grande importance, important parce qu'il vise la promotion de politiques, normes et pratiques en vue d'assurer une stabilité politique, une croissance économique élevée, un développement durable et une intégration économique sous-régionale et continentale accélérée. C'est pourquoi, en procédant à la signature de ce document, le premier magistrat du Niger a affirmé « Je mesure notre imminente responsabilité à soumettre volontairement et librement nos politiques publiques à une auto-évaluation nécessaire à l'appréciation des pairs. » En adoptant ce texte en Conseil des ministres, c'est une grande responsabilité que prend le Niger en adhérant au MAEP, le mécanisme africain d'évaluation paritaire. Le nouveau président du PNDS, Taraya Bazoum Mohamed, a été à Zender où il a animé un point de presse relatif à la vie du parti. Il s'est également appesanti sur la situation sociopolitique et économique du pays. Je propose de suivre un extrait de ce point de presse avant de le retrouver en intégralité en partie magazine. Nous sommes un parti qui est sur une pente ascendante et cela tient à la gouvernance qui a été mise en œuvre. Nous allons donc poursuivre cette gouvernance qui consiste à cultiver l'égalité, le respect des opinions, l'harmonie, basée sur le droit, tout simplement. Je pense que nous avons eu la chance rare d'avoir à la tête de notre parti un homme, Mahamadou Issoufou, qui avait toutes ces vertus-là et qui a su les cultiver en notre sein. Je ne rite pas d'une table rase en matière de gouvernance, bien au contraire. J'hérite d'une grande tradition et c'est cette tradition que je vais perpétuer. Au début même de l'année 2016, ce sera les élections. Elles commencent d'ailleurs en fin 2015 pour ce qui concerne les municipales et les régionales. Notre parti, le PNDS, compte soutenir la politique du président de la République. Nous allons poursuivre notre politique de soutien à l'action du président de la République de façon à rendre plus visibles ses réalisations et nous adosser à cela pour convaincre le maximum des Nigériens à soutenir le président à travers les suffrages qu'ils accorderont d'abord à lui comme candidat de notre parti, plaise à Dieu, pour ce qui concerne l'élection présidentielle, et ensuite aux personnes que notre parti va proposer à différents mandats de la vie républicaine et démocratique. Nous sommes dans une dynamique de progrès et ce n'est pas un hasard. Ma conviction
c'est que si notre parti a pu rester si cohérent, uni comme il l'a été, et victorieux comme ce fut le cas à chaque élection, si à chaque élection nous avons amélioré notre score, cela était principalement dû à notre unité qui procédait de la qualité de la gouvernance mise en œuvre par le président Issoufou. Et nous avons donc, nous, qui héritons de cela, un modèle sur lequel nous devons nous appuyer, dont nous devons nous inspirer plus précisément, afin que tout ce qui avait été positif dans ce que je viens de décrire soit ancré. Bazoum Mohamed, donc, que vous pourrez suivre en intégralité, ce sera en partie magazine de ce journal. Cela dit, suite à la crise qui secoue actuellement la République centrafricaine, le gouvernement nigérien a décidé de rapatrier les Nigériens qui vivent dans ce pays. Cette opération concerne 771 personnes, mais d'ores et déjà, 145 personnes ont été acheminées hier soir à leur arrivée donc à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Le compte-rendu de Isidore Banaba et de Sambozamou. C'est aux environs de 19h40 que l'avion transportant le premier contingent des ressortissants nigériens vivant en Centrafrique a atterri à l'aéroport Diori Hamani de Niamey. À son bord, 145 personnes, dont 42 enfants. Un second vol transportant 148 personnes est aussi attendu dans la même nuit. Les consignes ont été claires, pas d'interview avec ces personnes. Seul le ministre de l'Intérieur a tenu à donner quelques précisions. Vous savez, les conditions de sécurité là-bas, la dégradation de la situation sécuritaire en Centrafrique est terrible et nous avons pour devoir, et nous l'assumons, de sécuriser les Nigériens, de les rapatrier au Niger dans les conditions les meilleures de sécurité, de santé et de dignité. Et là, ce que vous voyez ici, c'est que toutes les forces du point de vue de la sécurité et du point de vue de la protection civile sont là. Vous avez le groupement national des sapeurs-pompiers qui est là. Vous avez la santé, vous allez voir les dispositions en matière de santé qui ont été prises. Vous avez toutes les autres forces de sécurité, gendarmerie, police. Nous avons mis tous les moyens pour qu'ils soient accueillis dans la dignité. Et vous avez vu, nous sommes aujourd'hui dans les 2 dortoirs, un dortoir pour femmes, un dortoir pour hommes. Et nous acheminerons ces rapatriés-là dès demain. Ils continueront leur chemin dans les différentes régions jusqu'à arriver dans leur localité. Dès demain matin, ils seront acheminés sur place, chez eux. Donc tout le dispositif a été mis en place et il fonctionne à merveille. C'est le lieu de féliciter de tous ceux qui sont intervenus dans ce dispositif et tous ceux qui continuent à intervenir et de nous réjouir, de nous féliciter que nous sommes capables, et nous l'avons démontré, de mettre en place une organisation qui n'a rien à envier à l'organisation que les grands pays mettent pour sécuriser leurs compatriotes. Ce rapatriement est consécutif à la crise sécuritaire qui secoue la République centrafricaine où chrétiens et musulmans s'affrontent. De nombreux pays ont déjà rapatrié leurs ressortissants et selon un communiqué du gouvernement nigérien, c'est au total 478 ressortissants nigériens vivant à Centrafrique qui attendent d'être rapatriés. Actualité dans nos régions, la coordination régionale de lutte contre le sida a organisé une séance de dépistage du VIH-Sida à Maïmougia, c'est dans le département de Kanché. Moussa Adam Garba pour le compte-rendu. Cette vaste campagne de dépistage volontaire a suscité un engouement sans précédent à Maïmougia, commune située à la frontière avec le Nigeria, dans le département de Kanché. À travers cette campagne, la coordination régionale intersectorielle de lutte contre le sida de Zender réplique sur la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida célébrée le 1er décembre dernier. À Maïmougia, ils étaient des centaines, hommes, femmes et jeunes, à sortir pour connaître leur sérologie. Le constat qui se dégage à travers cette mobilisation sociale est la prise de conscience collective face à cette maladie. 0 nouvelle infection, 0 discrimination, 0 décès. C'est l'objectif attendu. Selon le coordinateur régional, le pari sera gagné en multipliant
les mobilisations sociales. Nous avons organisé ce matin une mobilisation de groupes à haut risque dans le cadre de la prévention de la transmission des IST VIH-Sida. Et cette mobilisation s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida qui s'est déroulée le 1er décembre, comme vous le savez. Et à travers aussi la campagne nationale de lutte contre le sida qui est en train d'être menée sur toute l'étendue du territoire. C'est dans ce cadre que ce matin, nous sommes venus pour faire une mobilisation en direction de ce qu'on appelle le groupe à haut risque. Le groupe à haut risque, c'est qui? Ici, surtout à Bébouja, comme vous le savez, c'est une zone où il y a beaucoup de professionnels de sexe. Et il y a les jeunes aussi. Cette mobilisation sociale a été financée par l'INFPI, que je remercie au passage. Donc c'est pourquoi ce matin nous sommes venus sensibiliser les gens sur la transmission et la prévention des IST VIH-Sida en même temps de proposer aux jeunes, aux PS et à tous les groupes les conseils de dépistage volontaire. Donc nous avons placé des équipes, nous allons faire des conseils de dépistage volontaire du VIH-Sida en même temps pendant 3 jours. Nous allons placer des équipes qu'on va laisser jusqu'au samedi pour faire le dépistage. Cette cérémonie a été ponctuée, il faut le rappeler, de plusieurs prestations culturelles illustrant le combat engagé par les autorités de la 7e République sur la question du VIH-Sida au Niger. Auparavant, le maire de la commune s'est prononcé. Après avoir rappelé l'importance du dépistage, il a invité toute la communauté à venir se faire dépister. Au Cambodge, la colère monte contre le Premier ministre, colère provenant des ouvriers du textile qui réclament des meilleures conditions de travail lorsque les manifestations ont été violemment réprimées au moyen de tirs à balles réelles sur les grévistes. Bilan 4 morts et une trentaine de blessés. Ils viennent détruire ce qui reste de la présence des protestataires. Ce samedi matin, gendarmes et employés municipaux avaient d'abord évacué ce parc, occupé par des militants du Parti du sauvetage national du Cambodge. Ils s'y étaient rassemblés depuis le 15 décembre dernier pour réclamer de nouvelles élections. Nous avons appelé les deux camps, travailleurs et forces armées, à se retirer, à mettre fin à toute forme de violence, afin que nous puissions trouver une solution pacifique. Vendredi, les gendarmes ont fait usage de fusils d'assaut contre ces ouvriers du textile, faisant 4 morts et 21 blessés. Ils manifestaient pour obtenir une revalorisation de leur salaire, qui pour l'instant s'élève à 70 € par mois. Ces affrontements témoignent d'une aggravation de la situation sociale au Cambodge, où des opposants au gouvernement ont rejoint les grévistes. L'état de santé de Michael Schumacher, toujours critique mais stable, le champion de Formule 1 se trouve à l'hôpital de Grenoble 6 jours après sa chute. La caméra donnée aux enquêteurs pourrait fournir d'autres éléments d'information. Michael Schumacher a eu 45 ans hier, en soins intensifs. Ce matin, son père et sa femme se sont rendus à son chevet, assaillis par les journalistes aux questions de plus en plus précises, et notamment celle-ci. Les enquêteurs disposent-ils d'images embarquées de l'accident? Hier, les gendarmes ont saisi une mini-caméra similaire à celle-ci qui équipait soit Michael Schumacher lui-même, soit l'un de ses proches qui descendait avec lui. Reste à savoir maintenant si la caméra filmait au moment de la chute et si les images sont exploitables. Autre interrogation, la vitesse. Selon le parquet d'Albertville et la direction de la station, Michael Schumacher skiait à grande vitesse sur ce secteur non balisé. Une version contredite par l'attaché de presse de l'ancien pilote. Contrairement à tout ce qui a été dit, il n'allait pas vite, parce qu'il semble qu'il soit venu en aide à un ami qui venait de tomber et qu'il venait de repartir dans une neige épaisse. Enfin, le lieu de l'accident, jonché d'obstacles, situé entre une piste bleue et une piste rouge, fait-il l'objet d'un défaut de signalisation? Sur les images de ce journaliste allemand qui a refait le parcours, on ne voit aucun panneau d'avertissement ou filin comme celui-ci,
parfois installés à la lisière des pistes balisées. La responsabilité de la station pourrait-elle ainsi être engagée? Une question cruciale au cœur de l'enquête, eu égard aux enjeux financiers liés aux éventuels contrats d'assurance de Michael Schumacher. Restons toujours en France, cette fois-ci en Bretagne, où 4 départements sont toujours en vigilance en raison des risques de crue. La pluie a recommencé à tomber, venant ainsi donc gonfler les cours d'eau. Cette situation dure depuis Noël. Ce matin encore, la Minta qui traverse Quimperlé a envahi les quais de la ville. Une crue de près de 4 mètres. Les habitants sont venus constater l'ampleur des dégâts, très impressionnés par la violence des intempéries de ces derniers jours. Hier, c'était apocalyptique quand on a tout eu. On a eu du tonnerre, on a eu des éclairs, on a eu de la grêle, de la pluie. Donc tout en même temps, ça faisait un petit peu peur, oui, clairement. La pluie, les grandes marées à fort coefficient et les vents violents empêchent le fleuve et ses affluents de s'écouler dans la mer. Pourtant, même si l'eau envahit encore beaucoup d'habitations, ici les pluies orageuses font craindre de nouvelles inondations. Tout est en place pour la décrue. Le service de sécurité aujourd'hui s'attelle à quantifier justement de façon très précise, ou en tout cas le plus précisément possible, les moyens qui seront nécessaires pour entamer les opérations de pompage, par exemple, dans le cadre du retour à la normale, de façon à ce qu'on puisse être à pied d'œuvre dès le début de la vraie décrue, j'allais dire. À Guipry, la crue de la Vilaine a atteint 10,15 m ce matin et la plupart des commerces sont fermés. En Ille-et-Vilaine, dans le Finistère et dans le Morbihan, les autorités appellent à la plus grande prudence. De nouvelles pluies orageuses sont attendues dans la journée. Direction l'Antarctique, depuis qu'un navire chinois a porté secours à des marins russes. C'est la panique générale. Une opération de sauvetage qui a contraint d'ailleurs les scientifiques à suspendre leurs recherches. Ces rescapés de l'Antarctique risquent un accueil glacial. Bloqués ici pendant 10 jours, les passagers du MV Akademik Chauvelski ont été secourus le 2 janvier. Leur salut est venu des airs grâce à l'intervention de 2 brise-glaces, l'un chinois, l'autre australien. Voici les hélicoptères pour nous ramener chez nous. Merci à tous. Soulagement pour les passagers du navire russe. La communauté scientifique, elle, s'inquiète pour les recherches conduites en Antarctique. En effet, le brise-glace australien, l'Aurora Australis, censé ravitailler des chercheurs installés sur la banquise, a été dérouté d'urgence et ses passagers bloqués par les glaces. Des spécialistes interrogés par nos confrères du journal Le Monde ne comprennent pas l'intérêt d'une telle expédition, qualifiée même de touristico-pseudo-scientifique. Certains sont choqués par le comportement des membres du navire qui, dans une ambiance festive, ont même posté cette chanson sur Internet. Si les passagers sont eux bel et bien en sécurité, les aventures en Antarctique ne s'arrêtent pas là. Le navire chinois qui a participé à l'opération de sauvetage est lui-même bloqué par la glace et attend à son tour les secours. Et puis, comme annoncé, une partie magazine dans ce journal, elle est consacrée au point de presse animé par Bazoum Mohamed, président du PNDS Taria, qui se trouve à Zender. Bazoum Mohamed s'est exprimé sur la vie du parti rose et certains sujets politiques et économiques. Très bonne réception, au revoir. Nous sommes un parti qui est sur une pente ascendante et cela tient à la gouvernance qui a été mise en œuvre. Nous allons donc poursuivre cette gouvernance qui consiste à cultiver l'égalité, le respect des opinions, l'harmonie basée sur le droit, tout simplement. Je pense que nous avons eu la chance rare d'avoir à la tête de notre parti un homme, Mahamadou Issoufou, qui avait toutes ces vertus-là et qui a su les cultiver en notre sein. Je ne rite pas d'une table rase en matière de gouvernance, bien au contraire. J'hérite d'une grande tradition et c'est cette tradition que
je vais perpétuer, au début même de l'année 2016, ce sera les élections. Elles commencent d'ailleurs en fin 2015 pour ce qui concerne les municipales et les régionales. Notre parti, le PNDS, compte soutenir la politique du président de la République. Nous allons poursuivre notre politique de soutien à l'action du président de la République de façon à rendre plus visibles ses réalisations et nous adosser à cela pour convaincre le maximum des Nigériens à soutenir le président à travers les suffrages qu'ils accorderont d'abord à lui comme candidat de notre parti, plaise à Dieu, pour ce qui concerne l'élection présidentielle, et ensuite aux personnes que notre parti va proposer à différents mandats de la vie républicaine et démocratique. Nous sommes dans une dynamique de progrès et ce n'est pas un hasard. Ma conviction, c'est que si notre parti a pu rester si cohérent, uni comme il l'a été, et victorieux comme ce fut le cas à chaque élection, si à chaque élection nous avons amélioré notre score, cela était principalement dû à notre unité qui procédait de la qualité de la gouvernance mise en œuvre par le président Issoufou. Et nous avons donc, nous, qui héritons de cela, un modèle sur lequel nous devons nous appuyer, dont nous devons nous inspirer plus précisément, afin que tout ce qui avait été positif dans ce que je viens de décrire soit engrangé. J'ai suivi avec beaucoup d'affliction cette déclaration de l'opposition. Vous savez, nous avons été dans l'opposition, vous le savez, pendant longtemps, et vous ne vous avez jamais entendu tenir certains propos. Lorsque nous avons dénoncé des détournements, nous avons apporté des preuves. Or, je lis dans leur déclaration qu'ils ont affirmé qu'il y aurait une somme de 125 milliards qui est programmée pour faire passer le président de la République au cours de l'élection de 2016. Je pense que ça ne fait pas très sérieux de parler comme ça. Nous n'avons jamais, 3 années à l'avance, déclaré que les élections sont frauduleuses. Nous avons, au contraire, toujours dit que nous allons nous battre pour que les élections soient transparentes et nous avons toujours promis que nous allons les remporter. Je pense que l'opposition a à sa tête quelques personnes dont le style est bien connu et malheureusement pour les autres qui les suivent, c'est des choses qui ne les honorent pas. Ces personnes-là, elles ont leur caractère, elles sont bien connues, elles n'ont pas de crédibilité, elles n'ont aucune chance d'être président de la République. Pour être président de la République, ma conviction est qu'il faut avoir une certaine tenue, il faut avoir une certaine retenue, il faut avoir une certaine image. Lorsqu'on est dépourvu de ce type de qualité, on n'a aucune chance de fédérer les Nigériens, de les rassembler. Les Nigériens peuvent s'être trompés dans les années 90, quand on venait de créer les partis, on ne connaissait pas les individus, certaines personnes qui n'auraient rien mérité ont pu se faufiler pour avoir des suffrages. Mais aujourd'hui, les Nigériens ont eu le temps de connaître tous les acteurs.